généraux de la justice, la République démocratique du Congo vient d'organiser les assises sur le Conseil supérieur de la magistrature lancées par le chef de l'État il y a de cela quelques semaines. Madame et messieurs, merci pour l'intérêt que vous accordez dans cette émission Invité 30 qui reçoit pour vous Maître Willy Wenga. Avec lui, nous allons parler autour de recommandations qui ont eu lieu au cours de ces assises sur le Conseil supérieur de la magistrature. Bienvenue. Maître Willy Wenga, bonjour et bienvenue. Bonjour madame. J'espère que vous allez bien. Ça va, ça va. Aux assises sur le Conseil supérieur de la magistrature, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces assises? Madame, merci beaucoup d'avoir pensé à moi. J'indique que les organisateurs de l'Assemblée générale ordinaire 2025 du Conseil supérieur de la magistrature m'ont fait honneur en m'invitant à la cérémonie d'ouverture comme à celle de clôture pour être témoin du lancement de l'Assemblée générale ordinaire et même témoin de la lecture des résolutions qui ont été votées ainsi que des recommandations prises par les participants aux travaux de cette Assemblée générale ordinaire. Et de loin, comme observateur de la vie judiciaire, j'ai eu à suivre le déroulement de ces travaux, tant en commission qu'en plénière. Et je vous avoue qu'un travail de titan a été fait par les magistrats eux-mêmes autour de leur propre carrière, autour de leurs conditions de travail, autour de leurs conditions de vie, autour de leur grade, autour de leur mutation, autour de leur autonomie, autour de l'indépendance de la magistrature. Ce qui fait que, au terme de ces travaux, et après que le président de la République ait lancé et a donné la voix pour commencer ces travaux, et la première ministre qui représentait le chef de l'État et a donné le ton de la prise d'acte de résolution et recommandations prises par les conseils supérieurs de la magistrature, je dois avouer et reconnaître que cette décision était prise et des décisions importantes. Et ces assises se sont déroulées pendant 10 jours. Quels étaient les thèmes qu'on avait à développer le thème était très bien connu et c'était pour la renaissance de la justice. La renaissance d'une justice qui élève une nation. Et autour de ce thème-là, sous l'égide du président du Conseil supérieur de la magistrature, le président Dieudonné Kamou-Letta, le délégué des différents ressorts des cours d'appel, les délégués des différents ressorts de juridiction militaire ont planché leurs réflexions partant d'un diagnostic sur l'état de la justice. Cette justice considérée de malade par le chef de l'État est donnée pour morte ou en coma par d'autres observateurs, mais moi j'ai vu une justice à travers les conseils supérieurs de la magistrature qui prenait conscience d'elle-même, qui prenait conscience de ses faiblesses et de ses forces pour faire renaître une nouvelle justice et qui élève une nation. On peut dire que la justice a trouvé son remède. En fait, le remède en termes de la thérapie de choc, parce que vous savez, madame, beaucoup de choses ont été dites contre les magistrats. Beaucoup de choses ont été dites contre la justice congolaise. Mais beaucoup plus, lorsqu'on parle de la justice, les gens ont tendance à ne voir que la justice judiciaire. Et j'ai déjà à le dire encore une fois, à dire de vos émissions, que la justice n'est pas seulement judiciaire. Mais l'avantage de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature, c'est de se pencher uniquement sur la justice judiciaire. Parce que le pouvoir judiciaire, c'est la justice judiciaire. Vous voyez? Et partant, le délégué devait questionner la manière dont la justice est rendue. Eux-mêmes devaient faire leur autocritique
et même devaient regarder comment ils se sanctionnent entre eux à travers leurs différentes chambres de discipline. Et même devaient voir si, quelles sont les causes des tares, quelles sont les causes de tout ce qui serait comme un mot qui rongerait la justice. Et ils ont trouvé ces causes-là à plusieurs niveaux qu'ils ont transformées en termes de propositions, de résolutions, à la fin des travaux, lesquelles doivent être soumises au président de la République qui est magistrat suprême, le premier destinataire des résolutions de l'Assemblée générale, ici ordinaire, du Conseil supérieur de la magistrature. Madame, il n'y a pas eu 19 résolutions. Il y a eu au moins 59 résolutions et recommandations, mais les principales recommandations ont été résumées en 19 et que le président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamou Letta, a épinglé dans son discours de clôture. Et premièrement, les magistrats ont considéré qu'il fallait, dans un premier temps, répondre à la vision du président de la République sur la magistrature. À travers les discours, à travers les communications du chef de l'État sur la justice, le chef de l'État a donné sa vision. Il a formulé ses reproches, il a formulé ses vœux, il a donné sa vision et il a donné ses attentes. Qu'est-ce que le chef de l'État attend de la justice? Et pourquoi cela? Parce que le chef de l'État, élu au suffrage universel direct, a à promettre aux électeurs que nous sommes, nous la population, que sur le plan judiciaire, voilà ce que je vais vous offrir comme justice. Sur le plan de la magistrature, voilà, je vais renforcer l'indépendance de la magistrature. Et le président Dieudonné Kamou Letta est revenu en insistant sur le fait que l'indépendance de la magistrature doit être considérée, comme le chef de l'État l'avait dit, comme une responsabilité. Vous voyez? Donc, c'est une résolution importante. Renforcer la vision du chef de l'État. Il y a une résolution relative aux conditions sociales de magistrats, principalement la construction de maisons légistes, qu'on appellerait les bâtiments de travail, donc le palais de justice, ainsi que les résidences des magistrats. Lorsque nous, on grandissait au village, il y avait, sur les montagnes, on trouvait toujours le parquet, le tribunal coutumier ou de chefferie, et à côté de tous ces tribunaux, il y avait la maison du juge président, il y avait la maison du greffier, il y avait la maison du secrétaire du parquet. Tous étaient au même endroit. Aujourd'hui, il se pose un sérieux problème de logement des magistrats. Chaque magistrat se débrouille pour se faire loger. Et plus grave, ceux qui vont à l'intérieur du pays ne savent même pas où se loger par rapport aux conditions même qu'ils trouvent sur les lieux. Et là, c'est un problème, d'où la nécessité de construire les maisons que la résolution a appelées les maisons légistes. Vous voyez, il y a une résolution sur parlant toujours du social, sur la santé des magistrats. Il faut renforcer les conditions sanitaires des magistrats à travers la promotion d'une sécurité collective. Vous voyez un peu ça? Et déjà, ils ont annoncé eux-mêmes qu'ils ont pris des contacts en matière d'assurance maladie. Vous voyez? Il faut renforcer davantage les moyens. Il faut donner aux magistrats les moyens pour que leurs mutuelles, leurs assurances ne puissent pas faillir et que ça puisse leur donner l'occasion de faire quoi? De se faire soigner sans problème. Aujourd'hui, le magistrat, pour se faire soigner, parfois, il peut résister avec un peu de moyens qu'il a, mais après une semaine, 2 semaines, il faut recourir à quoi? À des cotisations des collègues. Il en est de même des deuils ou de funérailles. Vous voyez un peu ça? Il y a une résolution qui est liée à la formation de magistrats, la formation continue des magistrats. Les magistrats se sont dit
S'il y a des problèmes aujourd'hui dans la magistrature, c'est parce que nombreux parmi nous ne se forment pas. Vous comprenez? Ne se forment pas. Il faut une formation continue. Une formation au-delà de l'université, au-delà de cette formation initiale qu'on donne aux magistrats lorsqu'on les recrute. Il faut une formation continue. Donc, il faut participer à des grandes conférences sur des thèmes de droit. Le droit au OHADA, c'est un droit nouveau. Il faut s'imprégner de l'acte uniforme de l'OHADA. Renforcement des capacités. Et ça, on voulait que ça soit institutionnel. C'est-à-dire que ce soit l'État qui organise ça. Le gouvernement doit accompagner le Conseil supérieur de la magistrature à être en mesure de former continuellement ces magistrats. Il a le droit de l'environnement. Vous voyez, le droit de la télécommunication, le droit de... aujourd'hui, en ce qui concerne les droits fonciers, on est allé au-delà des droits fonciers, maintenant on est dans les droits miniers. Vous voyez un peu ça? La fiscalité minière. Tout ça, c'est le rôle du magistrat. Devant un contentieux minier, un contentieux fiscal, un magistrat qui s'est limité seulement à ce qu'il a, à son syllabus de l'université, il ne saura pas bien dire les droits. Vous voyez, donc la formation. Mais au-delà de la formation, il y a la promotion de magistrats. Il y a des gens qui rendent mal le droit aujourd'hui parce qu'ils sont devenus des aigris. Ça fait 10 ans, 15 ans, il est dans le même grade. Et on ne le promouvoit pas. Mais une résolution qui a rappelé l'obligation de respecter les délais de la promotion des magistrats. Et à ce titre-là, on a dénoncé ce qu'on appelle les enjambements. Enjambement signifie sortir de grade. On a vu des gens qui étaient des juges de grande instance devenir immédiatement des présidents de cours d'appel. Des gens qui étaient des conseillers à la cour d'appel devenir directement des conseillers à la cour de cassation. Sans avoir été ni président de la cour d'appel, encore moins un premier président. Donc il faut mettre fin aux enjambements. Il faut respecter désormais l'évolution en grade de manière normale. Et avec ces enjambements-là, on a pris une résolution tendant à éviter les promotions fantaisistes. Les promotions qui ne tiennent pas compte, n'est-ce pas, de mérite. Il faut que chaque promotion tienne compte de mérite. Lorsqu'on doit désigner quelqu'un comme procureur général, procureur de la République, auditeur militaire, auditeur des garnisons, auditeur général des forces armées de la République du Congo, ou bien avocat général, ou président d'une cour militaire ou d'une cour d'appel, on doit se poser la question de savoir est-ce qu'il a le mérite d'accéder à ces grades-là. Est-ce que dans le grade d'aujourd'hui, comment il rend, comment il travaille, pour que demain qu'on lui donne une fonction de commandement par exemple. Il ne faut pas que les grades de commandement, il ne faut pas que les fonctions de commandement tiennent compte de la figure, que ce soit par exemple de promotions qu'on se donne du fait des sexes, des promotions qu'on se donne du fait de la beauté, ou du fait de la tribu, du fait du clan ou de la montagne. Non. Et les magistrats ont dit non, mettons fin à ça. Mettons fin aussi à quoi? Mettons fin à cette vie de galère de magistrats une fois mutés. Donc, ils ont créé le principe de la rotation des magistrats. Une résolution importante, la rotation des magistrats. C'est-à-dire que chez nous, dans la vie judiciaire, là, il y a de ces magistrats-là qui n'ont jamais quitté Kinshasa. Il y a des magistrats qui n'ont jamais quitté Lubumbashi. Il y a des magistrats qui n'ont jamais quitté Kisangani. Donc, chaque coin a un groupe de magistrats qui sont devenus comme des chefs coutumiers à ces endroits-là. Non. L'efficacité du magistrat n'aime pas ça. Il faut la rotation. Il n'y a pas de magistrat de la brousse, il n'y a pas le magistrat de la ville, il n'y a pas le magistrat urbain, comme je le disais tout à l'heure. Il n'y a pas de magistrats qui doivent vivre avec le courant toute leur vie, et des magistrats qui doivent vivre avec une lampe tempête toute leur vie, ou peut-être sans lampe. Il n'y a pas de magistrats qui doivent se laver dans des baignoires toute leur vie, et d'autres doivent se laver dans des rivières. Vous comprenez un peu ça? D'où la rotation. Mais cette rotation, pour que ça puisse produire son efficacité,
pour que cette rotation soit incitative. Les magistrats ont dit que la seule rotation ne suffit pas. Il faut encourager ceux qui acceptent d'aller à l'intérieur. Par quoi? Par deux choses. D'abord, il faut créer, favoriser le versement de primes de risque. Et la prime de risque consiste à payer les magistrats qui sont dans les territoires à risque. Oui. Au jour d'aujourd'hui, les magistrats qui travaillent à Ouvira, les magistrats qui travaillent dans les territoires qui font frontière avec les territoires occupés par exemple, ils sont à risque. Risque d'être tués à tout moment. Risque de commettre même les infractions de fuite devant l'ennemi. Risque, vous voyez tous ces risques-là. Il faut les encourager, il faut les payer. Vous voyez? Bon, au-delà des risques, il y a ce qu'on appelle le prime de bourse. La prime de bourse. Le magistrat a insisté sur la prime de bourse, c'est-à-dire que ceux-là qui acceptent d'aller travailler dans les milieux ruraux, il faut une prime qui les encourage à aller travailler là-bas. Une prime qui les encourage à aller prester à Popokabaka. Une prime qui encourage quelqu'un à aller à Kungu, dans les fins fonds du sud Ubangi. Une prime qui encourage quelqu'un à aller à Lubutu, dans les fins fonds du Maniema. Une prime qui encourage quelqu'un à aller travailler à Rutshuru. Prime de brousse. Et ça, c'est important. Vous voyez? Et tout ça, ça ne pouvait être décidé que par le magistrat lui-même, qui se regarde et qui fait son autopsie. Vous voyez? Et autant d'autres résolutions et recommandations qui ont été prises. Maître Willy Wenga, c'est bel et bien de prendre de reformuler toutes ces résolutions, comme dans les états généraux de la justice. Il y a eu plusieurs résolutions dans plusieurs secteurs. Il y a toujours des états généraux. Il y a cela 4 ans. Nous avons eu l'état généraux de la presse. Demain, le 3 mars, il y aura l'état général. Donc, il y a plusieurs états généraux qui se sont déroulés dans ces pays, mais dont les recommandations ne sont pas prises en compte. Qu'est-ce qui empêche à ce que toutes ces recommandations soient prises en compte et que ça soit applicable? Madame, la question est très bonne, mais ça serait une question qui serait posée mieux à l'exécutif. Vous savez, le Conseil supérieur administratif a pris une résolution par rapport à l'autonomie budgétaire. Pourquoi ça? Parce que le pouvoir judiciaire est le seul pouvoir qui dépend des autres pouvoirs pour sa survie. Vous comprenez? L'Assemblée nationale et le Sénat, donc le Parlement, sont autonomes dans leur budget, ils ont leur propre banque et dans leur propre maison. Le pouvoir judiciaire doit suivre la chaîne de dépenses. Vous voyez? Et tout est question de la volonté politique. Lorsque les magistrats ont besoin des moyens, par bonne volonté politique, il faut les doter de ces moyens-là. Vous comprenez? Or, il s'observe que le magistrat, leurs besoins, leurs soucis, leurs préoccupations, qui nécessitent un appui financier, n'en bénéficient pas souvent. Et en définitive, nonobstant la bonne volonté des magistrats, nonobstant la bonne volonté du Conseil supérieur de la magistrature, si on ne leur dote pas de moyens pour leur politique, ils ne sauront rien faire. Si on ne leur dote pas de l'autonomie budgétaire qu'ils réclament même, qu'ils demandent depuis, parce que la Constitution le prévoit, c'est question de matérialiser au niveau de l'autorité budgétaire que le pouvoir judiciaire est doté d'une autonomie budgétaire et que cette autonomie soit une autonomie pratique. Oui, c'est important. Mais on ne peut pas dire non parce qu'il n'a pas les moyens, parce que nous avons décidé ceci. On ne nous a pas écoutés, on ne nous a pas suivis, nous ne pouvons plus recommander. Non, il faut toujours faire la recommandation. Et lorsqu'on va évaluer, lorsqu'on va réévaluer, on se rend compte que non, on avait exécuté ou on n'avait pas exécuté. Vous voyez? Et ça, c'est important. On avait exécuté ou on n'avait pas exécuté. Mais le Conseil supérieur de la magistrature, et vous allez voir, effectivement, comme vous le dites, ce que le Conseil supérieur de la magistrature a recommandé, a déjà été aussi, encore une fois de plus, recommandé.
Mais ils ne peuvent pas se taire à ne plus recommander, alors que ce qu'ils avaient déjà recommandé n'a jamais été exécuté. Il en est de même de tous les autres secteurs qui ont pris des résolutions. Moi, j'ai pris part active aux travaux des États généraux de la justice. J'ai pris part active aux États généraux du portefeuille. Vous comprenez? J'ai été invité par les différents ministres comme acteur là-dedans. Donc il n'y aura que des recommandations sur recommandations. Il faut en avoir ces recommandations-là. Parce que la vie est faite de recommandations. Vous comprenez? Lorsque la Bible vous dit, madame, ne volez pas. Lorsque la Bible vous dit, hein, n'enviez pas le bien d'autrui ou quoi que ce soit. C'est une recommandation qui doit être rappelée chaque jour pour qu'au fur et à mesure que le temps passe, les jours passent, qu'il y ait des convertis. Et au fur et à mesure que nous multiplions les recommandations, on rappelle les recommandations, les conseils supérieurs de la rappellent les recommandations, un jour arrivera où ces recommandations seront exécutées et les choses se changeront. Oui, et c'est ça l'intérêt. Voilà pourquoi le conseil supérieur de la magistrature a même demandé, parmi ces résolutions, qu'il y ait le renforcement de cadres de concertation entre le conseil supérieur de la magistrature et les pouvoirs exécutifs et les pouvoirs législatifs pour avoir la même vision des choses. Oui, la même compréhension des choses. C'est-à-dire que malheureusement, autant tout le monde parle de la justice, autant tout le monde a peur de la justice. Parce que les autres pouvoirs, législatifs et exécutifs, n'aiment pas voir un pouvoir judiciaire très fort. Vous comprenez? Parce qu'il faut toujours rendre le pouvoir judiciaire dépendant des autres pour le coincer un peu à ne pas être très fort. Or, la vraie démocratie, c'est celle qui fait du pouvoir judiciaire un pouvoir fort et au-dessus des autres pouvoirs parce que c'est un pouvoir régulateur de la manière dont les choses doivent passer. Parce que le pouvoir judiciaire, c'est un pouvoir exécutant et contrôleur du respect de la loi par les autres pouvoirs. Maintenant, restons dans le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. Il y a une cacophonie qui règne pour deux grandes institutions du pays qui ne s'accordent pas autour du sujet du procès Boukangalonde que nous avons tous suivi. Il y a le pouvoir judiciaire, la cour constitutionnelle qui évoque l'article 251 par rapport au procès pour incriminer le sujet Matata Pogno. Et il y a de son côté le pouvoir législatif ou l'Assemblée nationale qui évoque l'article 116 toujours par rapport au sujet Boukangalonde. Entre les deux articles, entre les deux pouvoirs, législatifs et judiciaires, qui dit vrai? Qui est-ce qu'on peut, comment est-ce qu'on peut les départager? Madame, je ne suis pas l'arbitre de ces deux pouvoirs. Je ne suis pas leur arbitre. Une seule chose que je connais, c'est que le pouvoir judiciaire reste et demeure indépendant des autres pouvoirs. L'appréciation d'une législation, l'interprétation des textes et des lois est du pouvoir judiciaire. Le pouvoir législatif, son seul pouvoir, c'est de créer une loi. Une fois que le pouvoir législatif a créé une loi, il ne l'interprète plus. Le pouvoir d'interpréter la loi, c'est maintenant le juge. Et le jour que le pouvoir législatif verra que telle disposition qui est mal interprétée ou bien interprétée par le pouvoir judiciaire ou par le pouvoir exécutif ne l'arrange plus, il le modifiera. C'est tout. Pour le reste, chaque pouvoir, c'est en toute responsabilité ce qui lui est reconnu par la loi comme attribution, ce qui lui est reconnu par la loi comme prérogative. À quel moment, en quel lieu et sur qui, selon quelle procédure et selon quelle observance en termes de respect de la loi. Vous comprenez? Je ne veux pas entrer dans une discussion qui concerne un procès qui est en cours. Attendons voir
la réponse de la Cour le 14 mai dans ce dossier. Mais quelque chose que je voulais rappeler ici, et peut-être c'est le mérite de mon intervention sur ça, mais il ne faut pas que vous de la presse ou les politiciens réduisent cette discussion-là au niveau des personnes. Vous comprenez? Ce n'est pas une histoire du président Kamere et du président Kamouleta, non. Raison pour laquelle j'ai dit le président Kamouleta préside une chambre. Il préside une cour constitutionnelle qui siège. Et lorsqu'il donne une position, ce n'est pas sa position à lui. C'est la position de la cour. C'est pour ça que moi je conseille à la presse et aux politiciens de parler beaucoup plus de la cour constitutionnelle. La cour constitutionnelle. La constitutionnelle a dit, la cour constitutionnelle veut faire ceci. Pas Kamouleta veut faire ceci, non. L'Assemblée nationale, pour l'Assemblée nationale, et non Kamera fait ceci, non. Ça, c'est réduire les choses à de faibles exposants. Maître Willy Wenga, nous sommes presque à la fin de notre mission. Je crois une avant-dernière question. On dit que le ministre de la Justice prend des décisions populistes. Je ne sais pas si vous êtes d'avis avec moi. Il a pris plusieurs décisions, plusieurs arrêtés. Nous avons plusieurs arrêtés. Mouton Kangelanga, Pero Louara, il y a X montant pour lui. Il y aura maintenant l'actualité, c'est les poursuites de l'ancien président, le président honoraire Joseph Kabila. Il y a des bouches qui disent que non, le ministre de la Justice prend des décisions populistes. Il est beaucoup plus populiste que réaliste. Madame, qui suis-je moi pour qualifier le ministre de la Justice? Le ministre d'État. Qui suis-je? Je vois les communiqués, je prends acte du communiqué, je peux l'interpréter comme un juriste, mais je n'ai rien à dire sur la personne du ministre. Je lui dois du respect. C'est un ministre d'un gouvernement de la République. Bon, il y a des gens qui ont cette amabilité, cette facilité de qualifier les personnes, de qualifier les autorités, de qualifier, moi j'ai du respect aux institutions. Et à ce titre-là, moi je me dis, lorsque le ministre prend une décision contre tel ou dans un secteur donné ou invoquant tel motif, il lui revient à toutes les personnes concernées par cette décision-là de se défendre ou d'opiner là-dessus. Vous comprenez? Moi, je n'interviens dans ce genre de choses que lorsque il faut juste questionner la loi et de manière désintéressée. Vous voyez? Je n'ai pas là, je n'ai aucune prérogative, ce n'est pas ma manière de faire les choses, de commencer à dire oui, il est populiste, oui, il ne l'est pas, oui, il est démocratique, oui, il est dictateur. Non, non. Il est ministre de la Justice, dans ses prérogatives, dans ses attributions, lui-même les connaît très bien. Il a ou n'a pas le pouvoir de prendre telle ou telle décision par voie d'arrêté, par voie de communiqué, par voie de SMS, par toutes les voies qui lui sont reconnues. C'est lui-même qui s'est apprécié avec son équipe. Maître, maintenant, par rapport à la Constitution, je crois que c'est la dernière question. Que dit la Constitution par rapport aux poursuites d'un ancien président de la République ou un sénateur à vue? Sénateur à vie. Bon, en fait, le mot sénateur à vie, c'est une création de la Constitution de 2006. C'était juste une création pour encourager les présidents élus, tels qui se succéderont comme des élus, à accepter d'arriver à la fin des mandats. Vous comprenez? Pourquoi je le dis? Le mot sénateur à vie, il y a beaucoup de cacophonie autour de ça. Pourquoi on doit considérer le sénateur à vie comme un sénateur d'abord, dès lors que la loi elle-même précise le nombre de sénateurs? La loi ne dit pas que les sénateurs sont nombre de 109 ou 100 combien là, plus sénateur à vie, non. L'unique endroit où le mot sénateur à vie apparaît, c'est lorsqu'on dit l'ancien président est sénateur à vie. Point. Mais dans le nombre de sénateurs du Sénat congolais, le nombre là
sont des élus. Voilà la nuance. On n'a pas parlé des statuts pénals des anciens présidents de la République. Il y a eu une loi qui a été expressément votée en 2018. Cette loi-là, de 2018, qui parle des statuts pénals des anciens présidents de la République. Et parlant d'anciens présidents de la République, nulle part, cette loi-là fait allusion à sa qualité de sénateur à vie. Le mot sénateur à vie n'est qu'une seule fois dans la Constitution, nulle part ailleurs dans aucune loi. Et le sénateur à vie n'est pas parmi les sénateurs dont le nombre est fixé par la loi. Les députés nationaux sont au nombre de 500. Les sénateurs sont au nombre de 109 ou 110. 109. La loi le dit. Mais le sénateur à vie est où dans les 109? Vous voyez un peu ça? Et ça, c'est une question importante. Une question très importante. Voilà. Un dernier mot pour finir. Je vous remercie. Et autant que possible que vous viendrez vers nous, nous contribuerons à votre travail de rester dans la loi. En ce qui concerne l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature, je dois avouer que ça a été un bon travail qu'il faut encourager pour que les magistrats ne puissent plus avoir de prétexte des mains. Il faut leur doter de moyens conséquents. Il faut leur faciliter la tâche dans leur mission. Il faut renforcer les chambres disciplinaires. Que les chefs directs renforcent aussi la poursuite des magistrats fautifs. Et l'exécutif et les autres puissent ne fût-ce que reconnaître au Conseil supérieur de la magistrature, au pouvoir judiciaire, et les choses vont changer, j'y crois. Il faut y croire. Maître Willy Wenga, merci. Je vous remercie. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette émission Invité 30 qui avait reçu pour vous Maître Willy Wenga qui n'est plus à présenter. Il est avocat au barreau de Kinshasa-Gombe. Avec lui, nous avons passé en revue sur les assises sur le Conseil supérieur de la magistrature qui ont eu lieu à Kinshasa, lancé par le chef de l'État la semaine dernière. Je vous retrouve prochainement. Je vous dis merci sur Rupture Télévision. Merci à l'équipe technique. Je vous retrouve prochainement dans un autre numéro, un autre dossier judiciaire, toujours avec Maître Willy Wenga.